menacée. Alors, très rapidement, je voudrais présenter les gens qui vont intervenir. D'abord, M. Denis Kostawek, qui est maître de conférence en linguistique à l'Université Paris-Descartes. M. Jean-Marie Worling, qui est juriste expert auprès du Conseil de l'Europe, président du Conseil de l'Institut droit local alsacien-mosellan. Mon collègue Ferdinand Ménin-Soukramanian, qui est professeur de droit public à l'Université de Bordeaux et qui est, outre ses fonctions de déontologue à l'Assemblée nationale, ancien membre du comité consultatif pour la promotion des langues régionales. M. Feldenors, qui est délégué général à la langue française et aux langues de France auprès du ministère de la Culture, et M. David Grosclaude, qui est conseiller régional d'Aquitaine, délégué aux langues régionales. Bravo. Très rapidement, pour ouvrir ce premier débat, et je crois d'ailleurs que les deux interventions qu'on a pu avoir en ouverture, celle du président Barthelone et celle de Mme Capdevielle, l'ont bien dit, l'histoire de la charte des langues régionales ou minoritaires et de sa rencontre avec l'Assemblée nationale, avec la loi française, avec la Constitution française, c'est une histoire juridique et politique compliquée. Histoire juridique compliquée parce que on pourrait, et cette histoire se jalonne de plein d'étapes qui ont vu des tentatives de l'introduction des langues régionales, de ratification de la charte, de censure du Conseil constitutionnel, d'ouverture en 2007 d'un débat sous l'autorité, me semble-t-il, de Mme Balvanel, du vote de la révision constitutionnelle de 2008, de l'amendement de l'article 75-1 de la Constitution auquel faisait référence le président Barthelone. L'article 75-1 de la Constitution lui-même jouit d'une histoire un peu compliquée, puisqu'il y a eu un vote d'abord à l'Assemblée nationale que les sénateurs n'ont pas soutenu, puis il y a eu une sorte de deuxième tour qui a permis son introduction dans la Constitution. 2011, avec une décision du Conseil constitutionnel QPC qui a réduit, en tout cas qui a limité en partie très strictement l'apport de cette révision constitutionnelle, et puis la tentative qui est amorcée, très largement amorcée avec le vote auquel vous faisiez allusion en 2014, d'une première étape dans le vote d'une proposition de loi portant révision de la Constitution. J'insiste bien sur le terme évidemment de proposition parce que ça va avoir son importance. Donc histoire juridique compliquée, histoire politique aussi évidemment très compliquée. Parce que, et là encore ça ressortait des deux interventions préalables, la question des langues régionales est une question clivante, mais qui remet en cause les clivages traditionnels. C'est une question clivante parce que jusqu'à une date récente, et vous l'avez rappelé madame, les termes du débat étaient des termes extrêmement durs, extrêmement passionnels, extrêmement réactionnels, et j'entendais avec plaisir Claude Barthelone dire qu'il est loin le temps de ces panneaux où il est interdit de parler de retour et de cracher par terre, mais quand même dans les débats parlementaires, il y avait parfois des prises de position qui, sans aller jusqu'à ces points de vue-là, n'en étaient pas très loin, pas très éloignés dans leur formulation. Et on voit bien qu'au-delà de la question des langues et du pluralisme linguistique, il y a la question de la République, il y a la question de la conception de la nation qui se pose. Ce sont des questions absolument fondamentales, et c'est pour ça qu'on peut dire que cette question des langues régionales a longtemps été un sujet de clivage fort, mais en même temps, c'est un sujet de dépassement des clivages politiques, dans la mesure où il n'y a pas un affrontement droite-gauche. Il y a au sein de tous les camps des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, ce qui fait que le débat, au fond, est extrêmement important et extrêmement riche. Et donc c'est pour ça que, aujourd'hui, la tentative de ratification, enfin, en tout cas, la tentative de modification de la Constitution permettant la ratification de la Charte est un débat extrêmement important parce qu'il est, j'allais dire, une étape supplémentaire, s'il était pessimiste, le point d'aboutissement, en voulant être optimiste, d'une longue histoire complexe, et c'est de ça dont nous allons essayer de parler dans cette première table. Alors, peut-être pour introduire nos débats, je voudrais donner la parole à M. Denis Kostawek, maître de conférence en linguistique à l'Université Paris-Descartes. Chers collègues, bon, pour des interventions entre 5 et 10 minutes, peut-être plus proche de 5 que de 10, puisqu'ils vont ensuite un débat. Merci. Merci à Mme Capdevielle et aux organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à introduire cette première table ronde. En effet, depuis 2 décennies, la question de la ratification de la Charte européenne des langues minoritaires et régionales est au centre des débats sur l'avenir des langues en France, et elle focalise toutes les attentions et mobilise tous les imaginaires. Je crois que nous sommes nombreux à penser qu'il faut dépasser ce stade et qu'il est grand temps de ratifier cette charte, ne serait-ce que pour libérer le débat et ouvrir d'autres horizons à la politique linguistique en faveur des langues de France. Bien entendu, il faut aussi obtenir la ratification de cette charte pour ses qualités propres et sa philosophie ouverte, qu'il faut encore et toujours souligner, ce à quoi M. Worling et d'autres collègues s'emploient depuis des années.
Ce travail d'explication a fait son chemin, au moins chez une partie des élus, et ce colloque sera certainement l'occasion de donner de nouveaux éclairages. Alors comment arriver à la ratification? C'est une question délicate, comme vous venez de le dire, car les obstacles constitutionnels, politiques et idéologiques sont nombreux. Ma première interrogation est de savoir si finalement l'actuel gouvernement n'a pas d'autre ambition que de mettre en œuvre les dispositions de la charte jugée constitutionnelle en 1999, sans que cela n'implique la ratification de la charte, au motif qu'elle poserait aujourd'hui des problèmes constitutionnels insurmontables. Alors, sans doute, M. Nord pourra-t-il nous donner quelques explications sur ce point. Ma deuxième question est liée à la précédente, et c'est celle-ci. Quelles sont les chances réelles de voir ratifier cette charte compte tenu de l'état actuel de la Constitution, des avis négatifs du Conseil constitutionnel, aussi bien que de ceux du Conseil d'État? La troisième question est ratifier, oui, mais à quel prix? Quel risque prend-on quand on propose d'inscrire dans la Constitution, en vue de ratifier la charte, des conditions restrictives qui n'apparaissaient jusqu'à présent que dans la déclaration interprétative formulée par le gouvernement français au moment de la signature de cette charte? Une autre question, sans doute plus directement adressée à nos élus, est liée aux résultats des élections européennes du mois dernier. Quel impact peuvent-ils avoir sur l'affaire qui nous occupe? On sait que la charte prévoit, par exemple, des modalités de contrôle de l'application des dispositions souscrites, contrôle réalisé par des experts indépendants sous l'égide du Conseil de l'Europe. Peut-on redouter, ou ne peut-on pas redouter, un recul d'une partie du personnel politique devant ce qui pourrait apparaître comme une immixtion supplémentaire d'instances européennes dans des affaires intérieures françaises? Mon avant-dernier point concerne l'implication respective de l'État et des collectivités territoriales. On peut interpréter de différentes manières la présence de l'article 75-1 de la Constitution dans le titre 12 consacré aux collectivités territoriales. La version optimiste y voit l'affirmation d'un principe de responsabilité partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Une interprétation moins optimiste pourrait y voir l'annonce d'un désengagement programmé de l'État. Et on pourrait imaginer, par exemple, un transfert aux régions des compétences en matière d'enseignement bilingue, en langue régionale. Y a-t-il des acteurs qui souhaitent une telle évolution? Et enfin, ma dernière interrogation concerne le rapport du comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne. Ce rapport est très intéressant, mais il pêche à mon sens en ce qu'il n'observe à aucun moment que les locuteurs traditionnels, j'insiste sur traditionnels, des langues régionales ou minoritaires de France, c'est-à-dire, si on considère l'Hexagone, en général, des personnes âgées, rurales, peu scolarisées, etc., que ces locuteurs traditionnels, donc encore nombreux, et qui sont les dépositaires toujours actifs de ces langues que l'on veut promouvoir, ces locuteurs traditionnels ne bénéficient d'aucune représentation organisée, sauf à penser que les associations de promotion des langues régionales, ou les offices de la langue, sont les porte-paroles naturels de ces locuteurs, ce qui se discute. Ma question est donc la suivante. Pourquoi ne pas avoir pointé cette situation et ne pas avoir précisé par quels moyens on pouvait faire représenter, puisque c'était un des termes utilisés, cette catégorie de locuteurs qui devrait avoir une importance majeure aux yeux de tous les défenseurs des langues régionales? Vous voyez que je me suis borné à poser quelques questions. J'espère que nous aurons l'occasion au cours de cette table ronde d'aborder ces points et d'autres, bien sûr, qui vous sembleront importants. Je vous remercie de votre attention. Très intéressant. Bravo. Bravo. Merci infiniment, cher collègue, pour cette introduction qui effectivement pose les questions fondamentales autour de cette charte. D'abord, quelle est l'originalité de la charte et quelle est la spécificité de la charte en tant qu'instrument de protection des langues régionales, mais aussi évidemment quelle et comment apprécier aujourd'hui la tentative de ratification qui est faite, tant d'ailleurs au niveau de la procédure suivie, parce qu'on a bien compris qu'on est dans une proposition de loi constitutionnelle, mais que cette proposition elle devrait déboucher selon l'article 89 sur un référendum, ce qui paraît un peu compliqué, donc elle peut peut-être se transformer en projet de loi constitutionnelle, et donc on est avec énormément
d'intérêt pour savoir un peu quelle va être la suite de la procédure, avec évidemment le contexte politique qui fait que peut-être la situation au Sénat risque d'évoluer de manière importante dans les jours, dans les semaines qui vont venir. Et puis, effectivement, et à mon sens, c'est certainement la question la plus fondamentale, c'est, et pardonnez-moi d'être aussi provocateur, je force le trait à dessein pour poser des questions, c'est, au fond, quel est l'intérêt d'une ratification à minima, introduisant des réserves qui n'étaient pas prévues dans la Constitution directement, mais qui résultaient de l'interprétation faite par le Conseil constitutionnel de la Constitution. Alors c'est un vrai débat, et c'est là que la dimension politique et juridique se retrouve, parce que le juriste va vouloir dire, mais c'est un peu compliqué d'imaginer que le pouvoir constituant se soumet au contrôle de constitutionnalité et accepte par avance, alors que la révision de la Constitution, c'est aussi fait pour justement dépasser les limites constitutionnelles, mais l'analyse politique fait que peut-être les choses sont beaucoup plus compliquées et qu'il y ait des obstacles parfois plus simples à contourner que à affronter directement. Donc c'est bien les questions que vous avez soulevées, et je crois que c'est les questions qui sont les plus centrales. Alors peut-être ce que je vous propose, c'est d'intervenir successivement, et n'y voyez aucun symbole, de la droite vers la gauche, mais pour vous ça sera de la gauche vers la droite, donc vous voyez que l'équilibre est respecté. Peut-être 4 ou 5 minutes pour évoquer des questions qui vous paraissent importantes, et puis on vous donnera la parole pour que s'introduise un véritable débat. Donc peut-être M. Worling. Oui, merci beaucoup. Je vais essayer de vous dire quel est, selon moi, l'intérêt de cette charte. Je vais la résumer en 4 points. Le premier intérêt de cette charte, c'est de légitimer de manière forte les langues régionales minoritaires. L'objectif de la charte est de reconnaître les langues régionales minoritaires comme un patrimoine de l'Europe. Les langues régionales minoritaires sont protégées en tant que telles par la charte. Ce ne sont pas les locuteurs, ce ne sont pas des minorités linguistiques qui sont protégées par la charte, mais c'est les langues en tant que telles. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la charte est tout à fait dans la ligne de l'article 75.1 de la Constitution. On affirme que ces langues régionales minoritaires ont une valeur en elles-mêmes. Deuxième intérêt de la charte, c'est que sa ratification nous permettra de retrouver la famille européenne. Pour le moment, la France est à la marge d'un grand mouvement de protection, de revalorisation des langues régionales minoritaires. Non seulement la charte, mais aussi d'autres instruments de protection de ces langues ont été très largement approuvés par les autres pays de l'Union européenne. Nous sommes à la traîne avec la Grèce et la Turquie à cet égard. Et donc la charte nous permettra de nous retrouver dans la famille européenne pour protéger notre patrimoine linguistique. Et cette intégration signifiera, comme cela d'ailleurs a déjà été dit, que nous pourrons bénéficier des conseils, de l'intervention, du contrôle aussi du comité d'experts de la charte qui viendra nous dire ce qui est bien fait au niveau de la mise en œuvre de la charte et ce qui n'est pas encore suffisamment bien fait pour nous apporter aussi l'expérience des autres pays qui ont les mêmes problèmes que nous, promouvoir leur langue régionale, l'échange de bonnes pratiques, et tout ceci nous fera retourner, je dirais, dans la famille européenne, de la famille de la protection des langues régionales de l'Europe. Le troisième aspect, c'est que la charte sera l'occasion pour la France et les différentes collectivités territoriales de prendre des engagements. En effet, l'objectif de la charte, ce n'est pas simplement de ratifier un document, mais de s'engager concrètement sur des mesures de promotion de des langues régionales. Les États ratifiants s'engagent à développer une politique résolue de soutien des langues régionales minoritaires. La partie 2 de la charte comprend toute une série d'engagements assez généraux dans la formulation, mais quand même très forts dans leur portée. Il faut que ces langues ne soient pas simplement respectées, mais qu'elles soient de nouveau parlées. Il faut que leur transmission soit assurée. La charte ne vise pas une opération de muséification des langues. Il s'agit de leur redonner vie. Et pour cela, il faut une politique, il faut un statut juridique pour ces langues. Et c'est ce à quoi on s'engage en ratifiant la charte. Dernier aspect, et c'est peut-être le plus problématique, la ratification de la charte devrait nous permettre de surmonter la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, en 1999, a adopté une interprétation extrêmement rigide de la charte et y a trouvé des incompatibilités avec la Constitution qui, selon moi, n'existent pas. En réalité, le Conseil constitutionnel, à l'occasion de l'examen de la charte,
a développé une jurisprudence extrêmement restrictive à l'encontre des langues régionales ou minoritaires. Et c'est ça le véritable problème auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Quand nous essayons quand des députés ou des parlementaires essaient de présenter des propositions de loi en faveur des langues régionales ou minoritaires, on leur répond tout de suite inconstitutionnalité. Il faut que cette jurisprudence du Conseil constitutionnel soit renversée. Et c'est ça l'objectif d'une modification constitutionnelle permettant la ratification de la charte. Cela n'a aucun sens de vouloir, par des références à des déclarations interprétatives, de vouloir ménager la position qu'a prise le Conseil constitutionnel. Il faut tout simplement la rejeter, sinon il n'y aura pas de politique juridique de protection des langues régionales ou minoritaires qui est possible. Si, à l'occasion de la ratification de la charte, on introduit dans la Constitution les restrictions que le Conseil constitutionnel a développées, et notamment l'interdiction de reconnaître des droits pour les locuteurs de langue régionale minoritaire, pas de droits collectifs pour les locuteurs de langue régionale minoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne le sait. C'est une épée de Damoclès sur toute mesure qui pourrait promouvoir les langues régionales ou minoritaires. Il faut que nous nous écartions de cette jurisprudence et la ratification de la charte est l'occasion de repartir sur de nouvelles bases. Merci. Très bien. Merci, Monsieur le Président, cher Jean-Pierre, Madame la députée, Messieurs les députés, chers collègues, chers amis. Juste pour vous dire du point de vue où je parle, je suis effectivement déontologue de l'Assemblée nationale, mais je ne m'exprime pas ici en tant que déontologue, mais en tant que professeur de droit. Pour vous préciser les choses aussi, je suis locuteur de langue régionale, en l'occurrence le créole réunionnais, et je suis marié en langue basque avec une basque hollandaise qui a l'air d'avoir les mêmes qualités, mais il faut que opiniâtreté et persévérance. C'était il y a très longtemps, donc ça continue à me plaire. Alors je m'excuse, je vais faire entendre une voix légèrement dissonante, mais ça devrait permettre le débat. Alors, pour aller vite, hein, puisque c'est l'objet, c'est de créer le débat. Chacun ici est motivé, souvent militant, on connaît bien ces questions, c'est pas la peine d'y revenir très en détail. Tu as rappelé, Jean-Pierre, l'histoire longue de la ratification de la charte et le point où nous en sommes aujourd'hui. Alors, je vais vous donner mon sentiment personnel directement. Je n'ai pas un attachement particulier à cette charte en tant que telle. Je pense sincèrement, et là c'est plus un sentiment personnel, à vrai dire, qu'un avis juridique, je pense qu'elle nous a fait perdre, qu'elle a fait perdre plus d'une vingtaine d'années, et que aujourd'hui se camper sur la ratification de la charte, j'en comprends parfaitement la portée politique et symbolique. Hein, donc je n'irai pas plus loin sur les aspects politiques, je ne suis pas engagé dans la vie politique, j'en comprends les aspects politiques et symboliques, mais ma crainte est que ça nous fasse perdre encore du temps. Pourquoi? Alors, il y a les aspects procéduraux de l'actuelle révision constitutionnelle, tu l'as dit, une proposition devrait déboucher nécessairement sur un référendum, c'est compliqué. Bon, très bien, donc la transformer en projet, passer par la voie du Congrès, là aussi c'est très compliqué parce que, à supposer qu'une majorité soit réunie sur une telle révision, je ne partage pas l'optimisme de mon voisin de droite, Jean-Marie Corlin. Nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter, et là je suis obligé de me livrer à des conjectures, hein. Je suis désolé, mais la décision du Conseil constitutionnel du 15 juin 1999 et les deux avis répétés du Conseil d'État 24 septembre 1996 et 7 mars 2013, où le Conseil d'État est plus lapidaire, plus direct, et indique que réviser la Constitution sur ce point introduirait une incohérence, ce sont les termes exacts de l'avis, une incohérence profonde dans la Constitution, laisse présager qu'il y a un risque contentieux non négligeable à ce qu'un projet de loi constitutionnelle soit voté, c'est-à-dire que, pour aller vite, le Conseil constitutionnel n'a encore jamais contrôlé une loi constitutionnelle.
idée de ce que pourrait être la décision du Conseil constitutionnel, mais je dis simplement que la dureté de la décision du 15 juin 1999, où pour la première fois dans une décision de ce type, il ne dit pas à la fin de sa décision qu'il faudrait réviser la Constitution pour la rendre, traité international et Constitution compatibles entre eux, alors qu'habituellement il le dit, hein, ce qu'il a fait pour les décisions sur le traité de Maastricht, etc., laisse présager que c'est un domaine où même un projet de loi constitutionnel serait contrôlé et éventuellement censuré. C'est pour ça que sur le plan procédural, en réalité, la seule garantie absolue de ratification de la charte, si je devais donner un conseil juridique, serait de passer par la voie du référendum. Parce que là, en l'occurrence, la jurisprudence du Conseil est claire, il ne contrôle pas la décision du peuple par voie du référendum que par la voie du référendum, qu'elle soit de niveau législatif ou constitutionnel. D'ailleurs, ça ne change rien. Donc, la révision de la Constitution me paraît dangereuse et sans doute dilatoire. Alors, après, ce seront des calculs de risque juridique et de temporalité politique, on va dire. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, hein, la voie qui a ma préférence est celle qui avait été préconisée par un certain nombre, hein, et notamment par Robert Badinter au moment du débat sur la ratification de la charte au début des années, enfin au milieu des années 1990, c'est la voie législative, c'est-à-dire faire dans l'immédiat tout ce qui peut être fait par la voie législative, et beaucoup peut être fait. Une série de stipulations de la charte peuvent être reprises et surtout améliorées, adaptées au cadre français, raison pour laquelle dans les travaux du comité consultatif, nous avions proposé l'adoption d'un code des langues de France, mais un vrai code. Alors, il y a un premier travail qui a été fait, très bien fait. Je salue les travaux du ministère de la Culture, de la Délégation générale à la langue française et Mme Aurélie Filippetti, qui est un code privé, on va dire, hein, qui réunit un certain nombre de dispositions. Mais je pense qu'il faut passer à une étape supplémentaire et donc il y a une procédure, commission supérieure de la codification, etc. et passer à l'établissement d'un véritable code des langues de France qui, au moins au niveau législatif, brise ces pratiques que les uns et les autres, ceux qui s'intéressent à cette question, savent bien que bien souvent ce sont des pratiques, hein, qui doivent être brisées sur le terrain, et la loi ou le règlement clair, ordonné dans un code, peut permettre déjà dans un premier temps de briser ces pratiques et de faire progresser cette cause, on va dire. Voilà mon propos lapidaire, je m'en excuse, mais il est bon. Merci beaucoup. Il est pas mauvais. Monsieur Nancy, vous voulez intervenir? Merci beaucoup, Madame la députée, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs. J'ai un peu de scrupule à m'exprimer sur cette question épineuse de la ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, n'étant pas moi-même constitutionnaliste et je n'ai certainement pas qualité à le faire au nom du gouvernement, donc je ne suis pas le porte-parole. Tout au plus, puis-je vous faire quelques remarques, formuler quelques observations sur ce dont j'étais le témoin, ou ce qu'il m'a été donné d'observer depuis mon petit perchoir de l'arbre des Pyramides. La ratification de la Charte européenne, ça n'est un secret pour personne, pose un problème constitutionnel. Et elle pose un problème constitutionnel parce que cette ratification, parce que la Charte elle-même pose un problème d'interprétation, certaines de ces dispositions pouvant être interprétées à tort ou à raison, à tort, pense M. Werning, comme comportant des dispositions contraires à nos principes fondamentaux, unicité du peuple français, divisibilité de la République et surtout égalité des citoyens devant la loi, et on sait combien nous sommes attachés, et à juste titre, à ce principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Et prendre à la lettre le préambule de la Charte, comme le font les opposants à la ratification, en considérant qu'elle reconnaît un droit, je cite, à pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée ou publique, c'est considérer qu'elle n'admet pas simplement la possibilité de parler ou d'écrire dans ces langues,
supérieure de la liberté d'expression, c'est considérer qu'elle admet, ou du moins laisse entendre, que tout citoyen peut se prévaloir de leur usage en exigeant juridiquement de s'exprimer dans ces langues ou de se voir répondre dans ces langues. C'est l'interprétation, grosso modo, a fait le Conseil constitutionnel, et c'est l'interprétation que font en général les opposants à la ratification. On ne peut pas le nier, et c'est précisément parce que la charte elle-même pose un problème d'interprétation que, pour mettre notre loi fondamentale en accord avec la charte et en dissipant toute ambiguïté, l'Assemblée nationale a adopté le 28 janvier dernier, avec le soutien du gouvernement qui était représenté par Mme Filippetti, une proposition de loi constitutionnelle qui comporte deux clauses, ou si on veut, deux restrictions interprétatives. L'une précisant qu'il ne s'agit en aucune manière de porter atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi en ouvrant des droits nouveaux à des groupes, qui plus est sur des territoires déterminés, et l'autre qui confirme la primauté du français, notamment dans les services publics. Si la charte ne posait pas de problème d'interprétation, le législateur, dans sa grande sagesse, n'aurait pas éprouvé la nécessité ou le besoin de procéder à cette double clarification et se serait contenté d'écrire la charte, la République peut ratifier la charte sans autre forme de procès. En tout état de cause, c'est assorti de cette double clarification que le texte soumis au vote des députés a recueilli, et à une écrasante majorité, puisqu'elle était supérieure aux 3/5, qui est la majorité qui serait requise au Congrès pour la ratification, une majorité de 361 voix qui débordait très largement la majorité parlementaire. Mais ce faisant, on ne peut pas nier non plus que la représentation nationale a procédé, s'agissant de l'application pratique de la charte, à une restriction de champ et à limiter son application éventuelle, pour l'essentiel, à sa partie 3, c'est-à-dire dans la pratique aux 39 mesures qui avaient été choisies par la France en 1999, vous venez de le rappeler, M. Massias, mesures dont le Conseil constitutionnel avait déclaré à l'époque qu'elles étaient d'ailleurs toutes constitutionnelles, et pour la plupart d'ailleurs déjà appliquées. Alors que cette restriction de champ puisse ou non être considérée par le Conseil de l'Europe comme une réserve en principe prohibée par la charte, je n'ai pas qualité pour en juger. Ce qui est certain, c'est que ces 39 mesures choisies par la France sont effectivement déjà appliquées, certes insuffisamment, certes partiellement, certes inégalement, mais néanmoins appliquées. C'est ce qu'a confirmé d'ailleurs dans son diagnostic le comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, que en amont du vote à l'Assemblée, la ministre de la Culture, Mme Filippetti, avait institué pour contribuer à redéfinir une politique publique en faveur des langues régionales, comité dont on fait partie d'ailleurs de participants de cette table ronde. Et ce comité, après avoir constaté que les seules mesures susceptibles d'être tenues par la France dans la charte étaient déjà appliquées, ou pouvaient l'être, a conclu, en réalité, sur la faible portée opérationnelle qu'aurait la ratification, mais sur sa très grande portée symbolique et politique. Ce point n'a pas été éludé par le comité, dès lors que le débat en France, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore, et Ferdinand il y a un instant le déplorait, s'était cristallisé précisément sur la ratification de ce traité international. Et c'est là que je voulais en venir pour répondre à votre question, M. Massias. Il est vrai, il est indubitable qu'une chose est d'appliquer des mesures volontaristes visant à encourager l'enseignement et les expressions culturelles en langue régionale, à en conforter la place dans l'espace public parce qu'on a la volonté politique de le faire, et autre chose d'être tenu de le faire par un traité international, en vertu d'un traité international qu'on a ratifié, parce qu'on est obligé de le faire à ce compte. Je rappelle qu'il existe un dispositif de vérification de l'application de la charte, le Conseil de l'Europe y veille, et c'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles, Ferdinand en a énuméré quelques autres, pour lesquelles Mme Filippetti, elle-même, la ministre de la Culture, est favorable à la ratification dans les conditions que j'ai dites, en conformité avec l'engagement pris par le président de la République.
Ce qui est intéressant d'observer, je vais terminer par là, c'est que le comité, dans le même temps, suggérait qu'un acte juridique fort soit posé, que soit mis en œuvre un exercice de codification. Ferdinand Merah-Sukramanian disait qu'idéalement, il devrait prendre la forme d'un véritable code des langues de France, et dans un premier temps du moins, d'un recueil qui rassemblerait les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans notre pays, qui sont éparses dans différents textes et trop souvent méconnues. L'idée forte de ce comité, c'est qu'il faut clarifier le droit pour libérer les pratiques, et c'est aussi la raison pour laquelle, dans le champ culturel, il suggérait que, sans attendre d'éventuelles dispositions, d'éventuelles évolutions constitutionnelles et législatives, une circulaire soit adressée aux différents services de l'administration centrale, les services déconcentrés du ministère de la Culture, ses opérateurs, etc., visant à valoriser les langues régionales. Alors, sur ces deux points, alors, cet exercice de codification visant à rassembler les dispositions existantes a été fait, il a été publié chez Dalloz, c'est un petit code des langues de France publié par donc Dalloz avec une préface de Rudy Filippetti. Il est en vente depuis le 7 mai, j'en fais la promotion ici, et il vous sera distribué, nous en avons apporté une bonne centaine d'exemplaires à l'occasion de ce colloque. Il rassemble les dispositions existantes, il fait apparaître les marges de manœuvre en faveur des langues régionales. Quant à la circulaire que préconisait le comité, elle a été diffusée, elle a été élaborée et diffusée par la ministre au mois de mars dernier, et les services du ministère de la Culture sont invités à considérer que les langues régionales relèvent de dispositifs de droit commun, que les soutiens apportés aux livres en langue régionale, aux expressions culturelles et artistiques en langue régionale doivent être traités exactement de la même manière que les œuvres correspondantes en français, parce qu'il y va de l'égalité de ces langues, de leur égale dignité dans ce pays. Merci. Merci infiniment. Moi, je reste notable, David. Je me demandais tout à l'heure pourquoi nous en étions encore à parler dans le débat de la charte européenne, parce que ça fait des années que ça dure, et j'ai l'impression que nous sommes encore en psychanalyse collective sur la question linguistique, et que la charte est un formidable moyen de faire ressortir un certain nombre de problèmes de fond sur notre rapport avec la question linguistique. Alors pourquoi on parle autant de la charte? Je crois que mes collègues l'ont dit, parce qu'elle a une charge symbolique forte, et qu'aujourd'hui on a besoin d'un message sur la question linguistique, on a besoin d'un message de l'État, de notre société sur les langues. Et dans cette psychanalyse que nous faisons régulièrement, que j'ai entendue l'autre jour à l'Assemblée nationale, et parfois avec des gens qui m'ont semblé effectivement en avoir grand besoin, j'ai entendu des choses qui me faisaient penser qu'on oubliait l'objectif. L'objectif, c'est est-ce qu'on veut que les langues vivent ou pas? Si c'est ça l'objectif, le danger que quelqu'un vienne exiger que son acte de naissance soit traduit dans les 75 langues qui sont recensées aujourd'hui est bien moindre que le risque de voir nos langues mourir. Et si vraiment l'objectif c'est que nos langues vivent, il faut absolument que les pouvoirs publics, que la puissance publique, que la nation, puisque c'est comme ça que nous nous définissons, prennent conscience qu'elle doit immédiatement avoir une parole claire pour que ces langues ne meurent pas. Et cette parole claire, ça peut être la charte, qui est à la fois une parole claire pour notre société, mais aussi pour l'extérieur, c'est-à-dire pour l'Europe et pour le monde entier, pour dire la France a changé de point de vue sur la question linguistique, elle ne se contente pas, et c'est très bien d'accueillir le grand chef Raoni à l'Assemblée nationale, mais elle ne se contente pas d'avoir des leçons d'humanisme à usage externe, elle se l'applique à elle aussi et dans son propre territoire. Alors, j'ai participé aux travaux du comité consultatif et on est parti de l'idée qu'on n'allait pas ratifier la charte et qu'il fallait voir si on pouvait faire quelque chose sans la charte. Bien sûr, on peut faire quelque chose sans la charte. On pourrait même faire quelque chose sans l'article 75.1. L'article 75.1, c'était un début de reconnaissance. Ça nous a fait plaisir. Mais ça s'est arrêté là. Moi, j'ai trouvé de la compétence dans le dernier débat à l'Assemblée nationale sur la charte. Moi, j'ai lu l'exposé des motifs de la proposition de loi présentée par vos collègues et par vous.
chapeau, je veux dire, comme analyse historique et de la grande maladie qui nous touche face à nos langues, c'est superbe. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris, mais tous les éléments, on les a, des rapports, on en a plein les tiroirs. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, et ce qui était écrit et nouveau dans ce qu'a dit Aurélie Filippetti quand elle a installé le comité, elle a parlé de politique publique linguistique. Politique linguistique publique, ou si vous voulez dans les deux sens. Mais c'était ça qui était nouveau. Et c'est de ça aujourd'hui que nous avons besoin. Alors, avec ou sans la charte, j'allais dire un peu comme Xavier Nord, peu importe. Les 39 dispositions, on peut les appliquer, appliquons-les. Mais ce que nous voyons, et ce que nous voyons sur le terrain, élus locaux, régionaux, c'est qu'on a du mal. On a du mal. On vote une loi sur l'enseignement qui reconnaît l'enseignement bilingue. On n'a pas assez de professeurs parce qu'on n'a pas assez de formation et pas assez de moyens pour appliquer cette loi. Et ça, c'est dommage. C'est ça qui nous manque. Alors, c'est quoi la volonté publique? C'est quoi la politique publique? C'est tous les acteurs, l'État, les collectivités, communes, départements, régions, et aussi l'Europe. On ait une politique européenne pour les langues. Parce qu'aujourd'hui, on navigue sans charte et sans carte sur la question linguistique. Sans charte, c'est pas très grave. Sans carte, c'est gênant. Sans carte, ça veut dire sans loi. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une loi. Non pas pour se faire plaisir, mais parce qu'on veut que le cadre soit précis. On veut savoir ce que l'on peut faire et ne pas avoir sans arrêt des gens qui nous disent ce que l'on ne peut pas faire. Pour les langues, on peut faire quelque chose ou on ne peut pas faire quelque chose. Si on ne peut rien faire, il faut tout arrêter de suite. Tout ce qu'on dépense pour elle est inutile. Tout ce qu'on dépense pour le patrimoine bâti est inutile et s'il doit s'effondrer. Donc, soyons clairs, une loi, c'est pas compliqué. Simplement, ça demande de la connaissance linguistique. Et je crois que c'est ce qui nous a, c'est ce qui, en tout cas, moi, m'apparaît chaque fois qu'il y a un débat, c'est que ça progresse à l'Assemblée nationale, la connaissance des problèmes linguistiques, ça progresse, mais ça partait de loin. Et depuis 2007-2008, j'entends des choses, personnellement, que je trouve beaucoup plus sensées sur la question linguistique. Mais on entend aussi des énormités. Et pas que à l'Assemblée nationale, pas que au Sénat, dans la société en général. Et là, je voulais répondre à monsieur à propos de la représentation ou la représentativité des locuteurs. Je ne savais pas que l'Académie française était la représentante des locuteurs natifs et naturels du français. Si c'est le cas, prévenez-moi. Nous n'avons que ça, des associations de gens qui se groupent et qui disent « nous sommes des défenseurs de notre langue conscients ». On n'a pas mieux. Et le comité consultatif a écouté des associations. Il y aurait eu une académie de la langue bretonne, on l'aurait entendu. Il y avait une académie de la langue basque, on en a entendu des représentants. Il y aurait eu une académie de la langue occitane à l'époque constituée, on l'aurait entendu. On a entendu quelque chose qui y ressemble, qui fait office d'eux. Voilà, donc volonté politique et la loi, avec ou sans la charte, moi franchement, peu importe. Mais ce qui est important, c'est faire progresser la connaissance des questions linguistiques. 75 langues, oui, mais ce que nous avons dit aussi au comité consultatif, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire un traitement différencié. Non, les 200 locuteurs de l'Arawak ne demanderont pas à avoir une télévision d'information en continu 24 heures sur 24 dans leur langue. Non, ils ne demanderont pas que tous les actes de la vie publique soient traduits en arawak. Ils demandent simplement le droit de parler leur langue dans leur communauté et d'avoir les moyens de la faire vivre. Et oui, les Occitans, les Bretons, les Basques n'ont pas les mêmes demandes tout à fait. Mais peu importe, l'égalité dans la différenciation, l'égalité d'obtenir les mêmes droits si on les demande. Mais à partir du moment où le droit de vivre est respecté pour chacune des langues, je crois qu'on respectera un principe républicain auquel nous sommes tous attachés. Donc, avec ou sans charte, peu importe, mais de la volonté politique qui s'exprime certainement aujourd'hui dans cette enceinte un peu plus qu'autrefois. Institutionnel. L'éducation, les médias. L'éducation, il y a d'énormes progrès à faire. Il faut faciliter l'ouverture des écoles associatives. Il faut que l'enseignement public continue à s'engager un peu. Tout ça, ça implique des évolutions juridiques. On le ressent encore plus dans certaines régions qui n'ont pas la chance d'être adossées à des frontières où il y a des langues parlées ailleurs et qui ont des facilités ailleurs. Basque ou alsacien. Nous, on est un peu au bout, on n'a pas cette adossement. Donc, il faut une évolution juridique. Cette évolution juridique, elle peut passer par différents canaux, j'en conviens. À mon avis, elle doit passer par la charte. Pourquoi? J'ai bien noté les obstacles que vous évoquiez. Mais 98, il n'y a plus un seul membre du Conseil constitutionnel présent. Moi, je ne désespère pas complètement de l'humanité, même de l'humanité juriste, et je me dis que peut-être
les esprits peuvent avoir évolué. Bon. Mais, donc il faut faire passer cette charte, me semble-t-il. Ça n'interdit pas de faire des choses à côté. Parce qu'il ne faudrait pas, surtout pas, que l'absence de charte ne soit le prétexte pour ne rien faire. Or, aujourd'hui, il faut qu'on progresse en dépit de l'absence de charte. Sur la charte, on est bien d'accord, l'essentiel des 39 propositions, nous les appliquons complètement dans les régions les plus avancées. Les accords qui sont intervenus dans le Pays Basque, de ce point de vue, sont pour nous autres des exemples. Et nous les appliquons ou cheminons vers leur application dans d'autres régions. Peut-être qu'il y a encore des régions